Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on est mercredi, on fait le débrief du Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. On va revenir sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix, également sur les infos autour de cette course. Et puis, on fera pilote au top, pilote moyen. Les bonnets d'âne également, bilan des Bleus sur ce Grand Prix du Canada. Voilà, gros programme en perspective tout de suite. On démarre avec ce Grand Prix du Canada. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous a intéressé pendant tout ce week-end de course. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, F1, moto et puis peut-être d'autres choses si j'ai le temps dans les semaines à venir. Peut-être un euro de football, par exemple. Peut-être le retour du nulos du foot féminin. On commence tout de suite avec le Canada. Grand Prix du Canada qui a été intéressant parce qu'il y a eu de la pluie ce week-end. Forcément, voilà, des qualifs qui ont été très difficiles. Surtout, j'avais pas souvenir, depuis, à part la victoire de Button, qu'on ait eu beaucoup de Grands Prix du Canada sous la pluie sur les 20 dernières années. J'ai pas... Il y a des grands prix, par exemple la Hongrie, on a eu plusieurs éditions avec de la pluie. Alors pourtant, la Hongrie a toujours été au mois d'août. Spa, forcément. Mais j'avais la victoire de Button, bien entendu, parce que c'est un grand prix qui dure, je crois, 6 heures. 6 heures et demie, avec Button qui gagne dans le dernier tour, sur une erreur, je crois, me rappeler de Vettel. Et que là, il avait fallu meubler à l'époque. Alors, je ne sais, ça doit être 2012, 2013, je ne sais plus, ce Grand Prix du Canada. Mais j'avais pas souvenir, le Canada, d'avoir eu beaucoup d'éditions sous la pluie, enfin, d'avoir eu beaucoup de séances sous la pluie du côté du Grand Prix du Canada. Donc là, les qualifs et les essais libres 3. Ce qui fait que ça n'a pas été facile pour certaines équipes pour mettre au point la voiture. Il a fallu vraiment utiliser à fond la journée du vendredi. Mais foncièrement, ça n'a pas provoqué tant de difficultés que ça aux pilotes. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de surprises au niveau du classement, que des pilotes en course aient beaucoup de mal, et que certaines équipes arrivent à en profiter. Au final, à part Alonso qui a perdu beaucoup de positions, il y a eu peu de changements au niveau du classement général. Et Leclerc qui est remonté. Mais il y a eu peu de changements au niveau du classement général. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir autant de séances d'essai sur une course de Formule 1. 1 heure suffirait amplement. Peut-être qu'il faut... C'est vrai que moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la Formule 1. La Formule 1 a assez d'heures d'essai, je dirais, en course. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'essais en dehors des courses. Ça, je trouve que c'est un problème parce qu'on a des budgets maintenant simulateurs qui sont énormes. On veut réduire les budgets. Je pense que louer un circuit coûte moins cher aujourd'hui que faire 40 heures de simulateur par semaine. Alors, soit à limiter les heures de simulateur, mais en plus, ça fait créer un gros déficit parce que entre les équipes qui ont des bons simulateurs et des équipes qui ont des moins bons simulateurs, ça pose un vrai problème, je trouve, le simulateur. Donc le Canada, ça faisait du bien aussi de retourner au Canada, parce que toujours une ambiance particulière. En plus, là, il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y a des endroits de la piste où parfois il y avait des places de libre au Canada. Mais là, je trouve que voilà, le circuit était complètement rempli et le Canada, c'est quand même une ambiance qui est toujours très particulière. Puis ce circuit faut savoir que c'est pas un circuit... Alors c'est un circuit permanent, mais où les gens ont le droit de rouler. C'est-à-dire toute l'année, vous pouvez rouler sur le circuit Gilles Villeneuve si vous êtes au Canada. Par contre, la vitesse, je crois, est limitée à 30 km/h, parce que c'est aussi une base de loisirs. Parce que je rappelle qu'on est sur l'île Notre-Dame, il faut le savoir. Bon, on va commencer avec le pompage. Ça a été un petit peu la polémique du week-end. Nouvelle règle au niveau du pompage. La FIA a décidé d'agir. Mais j'étais pas pour qu'il y ait un changement de réglementation et je vous en avais parlé du côté de l'Azerbaïdjan où pour moi j'avais dit
c'est aux équipes de s'adapter. Et pour moi, c'est aux équipes de rendre leur voiture plus confortable. Et je trouve que la FIA, et pourtant souvent je suis assez critique avec les organisations, hein, a fait une règle intelligente, c'est-à-dire qu'ils vont placer une limite. Ils vont prendre grosso modo, ils ont pris des données là du côté du Canada, ils vont en reprendre également lors de séances en Grande-Bretagne pour appliquer cette règle. Et en fait c'est extrêmement simple, ils vont placer une valeur qu'il ne faudra pas dépasser, c'est-à-dire que la voiture n'aura pas le droit de rebondir plus qu'à certains stades pour éviter les chocs au niveau du dos. Et moi je trouve que c'est une règle intéressante de la part de FIA parce que ça ne favorise pas. Alors c'est pour ça que j'ai pas compris la polémique autour de cette règle, parce que ça ne va pas favoriser une équipe par rapport à une autre. Les équipes qui ont déjà pas de pompage et qui sont devant, je pense Red Bull, je pense à Ferrari, continueront d'être devant parce qu'elles pourront rouler plus bas. La seule équipe qui sera embêtée, je pense, c'est Mercedes, qui devrait reculer encore dans la hiérarchie parce que c'est l'équipe qui joue le plus avec les règlements au niveau du marsouinage. Mais je ne suis pas sûr que ça favorise telle ou telle équipe. J'ai entendu Christian Horner. Bon, après que Christian Horner pleure, j'ai envie de dire que c'est un peu comme Toto Wolff. Bon, on a compris ces derniers temps qu'en Formule 1, il fallait pleurer. C'était bien pour pleurer. Alors, c'est pour Drive to Survive aussi. Ou pour d'autres documentaires un peu télé-réalité du même genre. Mais du côté de cette règle, je trouve que c'est plutôt intelligent. Je pense pas que ça favorise beaucoup d'équipes, mais il faudra respecter des règles et on a pris en compte la sécurité, on va dire la santé des pilotes, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi je suis assez d'accord avec cette règle et on a vu au Canada des voitures moins rigides, notamment la Mercedes. Et est-ce qu'on a diminué en performance ? Chez Mercedes on fait podium et 4e, donc je pense que voilà, à rendre les voitures très difficiles à piloter, c'est pas forcément une très bonne idée. Avoir une voiture confortable, ça permet également de mieux se concentrer, d'être plus performant en termes de pilotage pendant toute la course et d'avoir peut-être aussi plus de constance au niveau de son rythme de course. Donc je trouve que les équipes ont fait des erreurs et je trouve que le règlement est intelligemment fait. On s'aperçoit aussi que le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Salman, si je ne me trompe pas dans le nom, donc qui est un personnage des Émirats, a aussi envie d'imposer sa patte et d'avoir des relations peut-être moins conflictuelles avec les équipes, c'est peut-être l'idée qu'a le président de la FIA. Les rumeurs du week-end, elles ont été nombreuses, les rumeurs du week-end. On commence avec la première rumeur qui vient avec Latifi. On nous a indiqué, et les rumeurs sont très insistantes, c'est pas qu'un site ou deux sites, que du côté de Latifi, on terminerait pas la saison. Que du côté de Latifi, on pourrait quitter la F1 peut-être dès le prochain Grand Prix. Et le remplaçant, avec un prêt de 2 ans, ça serait Oscar Piastri. Ce qui voudrait dire que Fernando Alonso prolongerait de 2 ans. Et donc Oscar Piastri ferait 2 ans chez Williams pour ensuite rejoindre Renault. Donc voilà, ça serait un contrat de 2023-2024. Mais voilà, grosso modo, Alonso prolongerait. Et du côté de Oscar Piastri, on remplacerait Alonso au départ du pilote espagnol, quand il prendrait peut-être sa retraite. Donc ça, c'est déjà une première chose. En sachant qu'Esteban Ocon a un contrat longue durée, on rappelle, du côté de chez Alpine. Autre élément, Pierre Gasly n'est plus seul sur le volant McLaren, très clairement. Il y a d'autres pilotes qui sont sur le coup, notamment des essais pour Jehan Daruvala, qui a fait des tests avec McLaren ce week-end. Alors Jehan Daruvala, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour ceux qui ne suivraient pas la F2, et je n'ai pas fait de vidéo F2 depuis longtemps, il est 3e du championnat actuellement. C'est un bon pilote alors certains ont été surpris parce qu'il est soutenu par la filière Red Bull. Oui, sauf que c'est un pilote qui n'a pas été tout le temps soutenu par la filière Red Bull, en F3 notamment chez Prema, avec le fameux trio magique Schwartzman, Armstrong
qui était avec lui, donc lors de la première année championnat du monde F3. Il n'était pas soutenu par Red Bull à l'époque, il a été soutenu par Red Bull lors de son arrivée en F2, tout simplement parce que Red Bull manquait de pilotes à ce moment-là dans sa filière. Donc ils avaient décidé de recruter Daru Vala pour un peu améliorer, augmenter la concurrence dans la filière Red Bull. Autre information là qui est arrivée après ce Grand Prix, c'est que Juri Vips n'ira pas en Formule 1, ça c'est sûr. Du côté de la filière Red Bull, vu qu'il a été, je pense qu'il sera dégagé de la filière Red Bull, ce qui permettrait peut-être à Isaac Hadjar même de rejoindre la Formule 2 un peu plus tôt que prévu. Juri Vips qui a tenu des propos homophobes et racistes dans un stream sur Twitch, sur sa chaîne, et donc Red Bull qui a toujours privilégié l'image de marque, et bien entendu n'a pas hésité un instant à le suspendre de la filière, et il y a de grandes chances qu'il le dégage de la filière Red Bull. Du côté de Juri Vips qui en même temps était un pilote fougueux déjà en F3, je crois qu'il ne s'est pas calmé. Regardez sa saison de F3, c'était en 2019, 2020, je ne sais plus, 2019, parce qu'en 2020 il devait faire la Super Formula et il n'en a pas fait. Ça avait été assez irrégulier, assez inconstant. D'autres rumeurs, mais bien entendu, si Daru Vala teste chez McLaren, alors déjà ça serait contre un petit peu de budget, mais surtout ça nous indique bien que Ricciardo aura beaucoup de mal à résister. Pour l'instant, pas d'informations du côté d'Aston Martin, on n'a pas d'évolution, et des rumeurs également sur un possible départ de Zhou de la Formule 1. Après une seule saison, je trouve quand même que ça serait très risqué de la part d'Alfa Romeo, qui a quand même récupéré quelques contrats de sponsoring grâce à la nationalité de Zhou qui est chinois. Il y a pas mal de sponsors chinois désormais chez Alfa Romeo. Je trouve pas qu'il ait été si mauvais que ça. Il a eu aussi des problèmes techniques. Ça reste un pilote débutant qui arrive en Formule 1 avec une nouvelle génération de voitures, qui n'avait pas fait d'essai libre quasiment. Il n'a quasiment pas fait d'essai en F1 avant d'arriver en F1, donc il faut aussi prendre le temps. Et puis il y a des rumeurs également qui nous parlent d'un départ de Mick Schumacher de Haas. On penserait peut-être à un retour de Giovinazzi. Autant vous dire que j'ai été assez surpris par cette information, parce que Giovinazzi en Formule 1, c'est pas comme s'il nous avait marqué par son talent. On pense que Mick Schumacher continuera pas avec Haas, tout simplement parce que déjà Ferrari serait pas très satisfait de ses progrès du côté de l'académie, et que deuxièmement, du côté de chez Haas, on en aurait marre, grosso modo, de rembourser ces F1 qu'il détruit et qu'il ne serait pas assez performant. Du côté de chez Haas, donc on pense à Giovinazzi, on pense également à d'autres pilotes de la filière Ferrari qui pourraient arriver dans cette voiture du côté de chez Haas, ou d'autres pilotes qui ont été performants en F2, on pense à Schwartzman par exemple, mais qui n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à avoir des baquets en Formule 1. Donc on verra ce que ça va donner du côté de Schumacher. Mais voilà, pas mal de rumeurs en ce moment de transfert du côté de la Formule 1. Note du Grand Prix, j'ai mis 14 sur 20. Pourquoi j'ai mis 14 sur 20 sur ce week-end de course ? D'un côté, des super qualifs avec la pluie, et sur une piste à l'ancienne, c'est toujours excellent. Comme quoi, il faudrait peut-être arrêter de vouloir faire des pistes en ville. Là, on a vu notamment Estrosi qui veut faire un Grand Prix en ville à Nice. Autant vous dire une belle idée à la con de la part d'Estrosi, qui veut surtout sauver ses miches, parce que le contrat du Grand Prix de France, ça semble bien embarqué que l'année prochaine, on n'est pas Grand Prix de France, ni de Grand Prix de Belgique en passant. Ce qui, du côté du Grand Prix de Belgique, serait beaucoup plus triste que le Grand Prix de France, parce qu'autant vous dire qu'un Grand Prix sur un parking, bon, j'ai jamais pris de plaisir, il n'y a jamais eu de course intéressante du côté du Paul Ricard, que ça soit en F1, mais également en F2 et en F3 également. Du côté donc du Grand Prix, j'ai mis 14 sur 20, parce que voilà, un circuit à l'ancienne, un circuit difficile et sous la pluie, un circuit exigeant, et puis on a vu, même sur le sec, c'est pas un circuit évident. Voilà, un circuit à l'ancienne, une piste à l'ancienne. Et le Canada est une piste pas simple, surtout le premier secteur. Moi, il y a un virage au Canada que j'ai toujours du mal, c'est la dernière chicane, qui est quasiment à l'aveugle. Et dans tous les jeux de sport mécanique, j'ai toujours eu du mal dans cette chicane à réussir à emmener de la vitesse.
parce que j'ai beaucoup de mal à trouver mes points de repère sur ce virage-là. Et puis 14 sur 20 parce que le Grand Prix lui a été plus ennuyant, parce qu'au niveau de la hiérarchie, on a eu peu de dépassements quand même. Alors il y a eu une petite bagarre notamment autour de Bottas, autour d'Alonso en fin de Grand Prix. Mais voilà, j'ai manqué un peu de dépassement. De toute manière, j'ai envie de dire que on nous avait promis quand même des fins qui pouvaient se suivre un peu mieux. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas au fur et à mesure des Grands Prix, donc ça m'inquiète un petit peu. Au niveau des changements de réglementation, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de dépassements au fur et à mesure des courses. Et les notes s'en ressentent, parce que mes notes de GP sont pas faux folles. Je regarde, Miami 6, Azerbaïdjan 8. Monaco, c'était pas foufou non plus. 14-16, l'Australie, j'avais adoré. Mais j'avais mis 9, je crois, en Arabie. Je sais plus quelle note j'avais mis en Arabie, parce que j'ai tellement raturé que je ne vois plus rien sur ma feuille. Et 14 à Bahreïn, mais c'était l'attrait de la nouveauté. Bon, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. Week-end encore difficile pour Pierre. Alors certes, chez AlphaTauri, ils se sont encore plantés en termes de stratégie. Ça commence à devenir une habitude. Mais même, je trouvais que le rythme encore de Pierre n'était pas dingue. Et je trouvais même que Tsunoda était un peu plus rapide en course. Je trouve que le rythme en course de Pierre n'était pas excellent. Alors certes, encore une fois, une stratégie un peu la mort moelle-neu, mais le rythme de course n'était pas suffisamment bon pour Pierre Gasly, qui finit seulement 14e, et puis j'ai trouvé ça un peu bête de la part de Pierre Gasly. J'ai trouvé que ça faisait un peu rebelle des bacs à sable. Ça virée nocturne avec Charles Leclerc, et puis avec la casquette Ferrari. Je trouvais pas ça très intelligent. Autant je suis rarement critique, parce que je trouve que c'est un pilote sympathique, Pierre Gasly, mais là je trouve que sa virée nocturne, c'était pas très fut-fut. Surtout quand on est dans une situation où j'ai envie de dire que, à part McLaren, peut-être Aston Martin, mais encore une fois, Aston Martin, ça serait pas un gain en termes de performance. AlphaTauri redevient peut-être la meilleure option qu'a Pierre Gasly. Donc être critique, on va dire, envers Red Bull ou faire ce genre de choses qui sont pas très intelligentes en termes de communication. Je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle, mais de toute manière, Pierre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rythme ce week-end. Dommage, parce que en essai libre 3, ça se passe bien, il est dans le top 5, mais derrière, en qualif, ça marche pas. Alors certes, des problèmes de frein en qualif, mais quand même, ça montre bien que chez AlphaTauri, c'est peut-être plus le pilote numéro 1, parce que j'ai l'impression qu'il enchaîne aussi un peu les guignes. Et puis en course, pas de rythme. Là, par contre, en course, pas du tout de rythme. Même en début de Grand Prix, parce que même avant le premier arrêt au stand, je regardais son niveau de performance, c'était pas top. Même sur la fin, c'est toujours pas top non plus. Donc, mauvais week-end pour Pierre Gasly, et c'est dommage parce qu'en Azerbaïdjan, ça s'était plutôt bien passé, et que là, on relance un petit peu la spirale négative d'une saison compliquée quand même pour Pierre. Je poursuis avec Esteban Ocon. Moi, j'ai mis 15 sur 20 pour Esteban. Bon week-end pour Esteban, encore une fois, un week-end solide. Où j'ai vu qu'il en a pris un peu plein la gueule sur les réseaux sociaux par les F1Tix. J'appellerais ça comme ça, les Drive to Survive. J'ai pas compris. Le mec fait quand même, on est sur une Alpine, qui est quand même pas la meilleure voiture du plateau quand même encore. Le mec fait 7 en qualif. Alors certes, derrière Alonso, mais Alonso était un peu sur notre planète en qualif, il faut le dire. Il fait quand même 7. Donc juste derrière les As. En course, il fait 6 devant son équipier. Super rythme de course, en parlant Ocon, qui s'est bien défendu aussi. Enfin voilà, super. Et derrière, il s'en prend plein la gueule. Mais j'ai l'impression que les gens... Autant on pardonne à Pierre Gasly, autant Esteban Ocon, on ne l'a jamais pardonné. Il a fait des erreurs, ça c'est clair et net. Notamment quand il s'était fait dépasser par Verstappen au Brésil
en 2019. Mais moi, j'ai quand même du respect envers Ocon parce que c'est pas un pilote qui a eu une carrière si facile que ça. C'est un pilote d'une fiabilité extrême. Il faut de la fiabilité en Formule 1. Il a quand même remporté un Grand Prix, le Grand Prix de Hongrie, où il a défendu pendant 65 tours sur Vettel. Enfin voilà, pendant tout le Grand Prix, il a Vettel dans les rétros. Hein. Il a une carrière compliquée parce que je rappelle qu'il est repéré par Génie Capital, Gérard Lopez. On salue les Girondins de Bordeaux en passant. Il se retrouve ensuite dans la filière Mercedes, mais qui était une filière naissante. Et puis la filière Mercedes, c'est pas la filière Red Bull ou la filière Ferrari non plus en termes de réussite. Et puis, il est obligé de passer par le GP3 alors qu'il a devancé Verstappen, qu'il a été champion de F3 Europe, il est obligé de passer par le GP3, alors que de l'autre côté, vous avez Verstappen qui se retrouve en Formule 1 chez Red Bull, donc forcément dur à vivre. Derrière, il arrive en F1 en cours de saison chez Marussia, c'est quand même pas la meilleure équipe du monde, mais il a dominé déjà son équipier chez Marussia à l'époque, et puis ensuite, il se retrouve face à Pérez en F1. Première moitié de saison un peu compliquée où il manquait de rythme, mais face à Pérez, il fallait être solide, parce que c'était pas n'importe quel pilote non plus. Il a été tellement dangereux, on va dire, dans la hiérarchie face à Pérez que Pérez, à des moments, voulait l'envoyer dans le mur. Et puis, chez Alpine, la première année a été compliquée, avec des soucis de fiabilité, une voiture où il avait un peu du mal parfois à trouver du rythme. Mais déjà, l'année dernière, il a fait pas de mauvaise saison. Puis là encore, depuis le début d'année, c'est très solide ce que fait Esteban Ocon. J'ai du mal à comprendre, voilà, encore une fois, comment les gens réagissent envers lui. Alors c'est peut-être son attitude qui peut parfois paraître hautaine, mais c'est peut-être ça, mais... Enfin voilà, le mec, je pense, a prouvé qu'il méritait sa place en F1, Ocon. C'est pas le cas de tous les pilotes de Formule 1 sur cette année 2020. On poursuit avec les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec le premier pilote du jour, Verstappen. J'ai décidé de mettre 20 sur 20 Verstappen. Pole, victoire. Pourtant avec une voiture qui n'était pas facile. En EL3, c'était voilà, pas la voiture la plus simple à utiliser. Avec une adversité quand même importante, notamment un Sainz se retrouver, des Mercedes qui n'étaient pas si loin, Alpine aussi qui a été performant, mais il a géré parfaitement son week-end, jamais vraiment mis en difficulté, malgré un arrêt extrêmement tôt en course, et une dégradation des pneus peut-être un peu plus importante que prévu. Mais encore une fois, Verstappen, je parlais de la MotoGP avec Quartararo, je ne vois pas qui est en capacité de battre Quartararo. Encore une fois, je ne vois pas qui est plus en capacité d'aller battre Verstappen depuis le début de saison. C'est-à-dire que vraiment, il enchaîne les résultats. Malgré 2 abandons, il est largement en tête du championnat du monde des pilotes. Pour le moment, là, en ce moment, je ne vois pas qui peut battre Verstappen au championnat du monde pilote. Pour le moment, il est au-dessus. Et on voit que Pérez a connu un week-end sans. Leclerc, maintenant, ils ont quand même des gros soucis avec ils vont se prendre pas mal de pénalités. Sainz, c'est quand même un ton en dessous. Mercedes n'a pas encore résolu ses problèmes. Alpine est loin Alpine et McLaren sont quand même loin du niveau des meilleures équipes. Le chemin est tout tracé. S'il ne fait pas d'erreur, Verstappen, il peut être champion tôt dans l'année. C'est-à-dire, il peut être champion peut-être fin septembre. Surtout s'il y a des grands prix qui sautent avec le Covid. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, vraiment 20 sur 20 ce week-end parce qu'il n'avait pas la meilleure voiture et pourtant... c'est pas la voiture la plus facile d'utilisation et pourtant il s'en sort extrêmement bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par Verstappen. Vous savez, pourtant je suis pas un grand fan du personnage Verstappen parce que je trouve que voilà, en interview
Parfois, il est un peu hautain, qui prenait parfois trop de risques. Mais comme, parce qu'on va me reprocher après d'être pro-Hamilton, mais comme je n'étais pas un fan d'Hamilton, enfin un fan d'Hamilton, j'étais plutôt anti-Hamilton, j'étais pas son plus grand fan, jusqu'en 2013, hein, jusqu'à son arrivée chez Mercedes, où il fait un énorme travail avec la Mercedes en 2013. Je suis pas un grand... Par exemple, quand il est champion du monde en 2008, j'étais un peu plus supporter de Massa que de Hamilton à l'époque. Je trouve que Verstappen a vraiment travaillé et puis voilà, aujourd'hui on peut ne pas critiquer Verstappen en ce moment. Il est sur un super rythme. Voilà, il est intouchable. Et en plus, il s'en sort très bien avec la Red Bull. Et puis, comme ses adversaires se partagent un petit peu les points, font tous un peu des erreurs, désormais, au championnat du monde, il commence à avoir une très très belle avance. Du côté des pilotes au top, j'ai mis Hamilton 16. Pourquoi 16 ? Parce que le week-end dernier, ça a été quand même infernal du côté du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qu'il a vraiment souffert physiquement. Il a réussi à se requinquer en une semaine. Alors après, il faut se méfier parce que peut-être qu'on nous a fait un petit peu quand même on sort les violons, tout le monde a la larme à l'œil pour Drive to Survive, parce que maintenant, il faut se méfier. Peut-être qu'on a un peu surjoué le truc pour Drive to Survive. Mais du côté d'Hamilton, les champions ne meurent jamais. On oublie un peu trop souvent. Je l'oublie peut-être un peu souvent. Mais un champion reste un champion et du côté de Lewis, ce week-end, il a fait un travail très solide avec un rythme de qualité, avec un rythme de course qui était vraiment pas mal. Alors, pourtant, depuis le début de saison, j'ai souvent critiqué son rythme de course, mais là, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et malgré une voiture qui n'est pas encore exceptionnelle. Et puis, ça va lui faire du bien ce week-end parce qu'il est devant Russell. Même si Russell a fait encore du très bon travail. Moi, je trouve que, voilà, pour le moment, aujourd'hui, pour moi, c'est un excellent pilote. Pour moi, il est surtout... ça reste un champion, quoi. Et il reste très motivé. C'était les doutes que j'avais en tout début de saison. Après les 3-4 premiers Grands Prix, on s'aperçoit qu'il est toujours aussi motivé par la Formule 1 et que même là, pour se bagarrer juste pour un podium, il avait toujours les crocs. Donc c'est aussi très plaisant de voir un Hamilton toujours au top. 16/20 pour Leclerc. Il a fait une magnifique remontée. Charles, parce que voilà, obligé de changer de moteur. Ils le savaient dès l'Azerbaïdjan, alors ils ne l'ont pas dit avant, mais ils le savaient dès l'Azerbaïdjan. C'est vrai qu'en arrivant au Canada, il a dit non, je ne sais pas si on change de moteur. Moi, il le savait qu'ils allaient changer de moteur. C'était pour éviter de prévenir les adversaires, on va dire. C'était un peu un jeu de dupe, un peu débile de la part de Binotto. Mais du côté de Leclerc, 16/20 parce qu'il fait une belle remontée, parce que il part quand même dernier sur un Grand Prix comme le Canada, une piste où dans le premier secteur, jusqu'à l'épingle, même les 2 premiers secteurs, c'est quand même impossible de dépasser. Alors déjà, avec les anciennes Formule 1, c'était pas facile dans ces sections-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Et avec peu d'informations sur le rythme de course. Mais ça reste Charles Leclerc qui est capable du meilleur en cette saison, et surtout du très bon même, depuis le début de saison, Charles Leclerc. Et puis, quand la voiture performe, tu t'aperçois que c'est peut-être le seul qui est en capacité d'aller chercher Verstappen au top. Par contre, il faut que la voiture n'ait aucun problème de fiabilité. Ça, c'est un peu le souci. Mais du côté de Leclerc, moi j'ai adoré sa remontée, je trouve qu'il a fait vraiment du bon job, surtout sa deuxième partie de course, qu'il a très bien géré ses pneus aussi. Et donc chapeau monsieur Leclerc, voilà,
pour ce week-end. Et pour quelqu'un qui se tape une pénalité, au final, la perte de points n'est pas énorme. Si il n'avait pas dû abandonner sur les derniers Grands Prix, ou avoir des résultats un peu plus compliqués comme à Monaco, eh bien notre ami Charles Leclerc aurait pas fait une si mauvaise opération que ça au championnat pour ce week-end de course. Sainz, 15 sur 20. Alors, du côté de Sainz, déjà week-end solide. Bon, ça c'est clair et net que Carlos Sainz, week-end, il finit dans les points. Pas d'abandon, pas de crash, pas d'erreur. Ça déjà c'est bien. Malgré tout, je trouve que son rythme... Je trouve que très clairement Verstappen n'était pas au-dessus du lot ce week-end en termes de rythme et qu'il était peut-être prenable. Mais peut-être que Carlos Sainz a manqué un peu de fougue. Peut-être voilà, qu'il voulait tellement ne pas faire d'erreur qu'il a conduit un petit peu avec une petite retenue. Mais sinon, le week-end est solide de la part de Carlos. Mais là, il a manqué un petit truc quand même pour aller chercher Verstappen. Alors, je pense que en termes d'usure de pneus, voilà, là, je pense que Sainz était un peu mieux. Mais il n'a pas réussi à trouver l'ouverture à certains moments. Et puis, il n'a jamais pu vraiment faire des grosses attaques non plus. Alors, il faut très clairement le dire, Carlos Sainz. Donc voilà, 15 sur 20 pour Carlos Sainz, un peu derrière, on va dire. Je poursuis avec Russell, 15 sur 20 pour Russell également. Monsieur Régularité poursuit son chemin. 15 sur 20, pourquoi je mets un point de moins que par rapport à Hamilton? Le choix du slick, c'était quand même un choix très risqué. En Q3, le choix de mettre des slicks, avec surtout une piste qui était très fraîche. Les slicks, bon, quand tu as eu un peu de pluie et que la piste reste à 20-25 degrés, ça marche un pneu slick. Par contre, quand la piste est à 16, non, tu tentes pas le slick parce que le slick, il va pas réussir à chauffer. En fait, la différence, c'est que les gommes pluie, les gommes intermédiaires sont des gommes très très tendres. C'est pour ça que les intermédiaires, ils se détruisent en 5-6 tours parce que ce sont des pneus encore plus tendres que les C5. Par contre, un pneu slick, il aura du mal sous la pluie. Il se refroidit beaucoup plus vite parce que l'intérieur du pneu va se refroidir. Et c'est quasiment impossible de les mettre en température. Et comme tu ne les mets pas en température, ils n'ont plus leur capacité. Le pneu n'a pas sa capacité à se déformer, ce qui fait que l'adhérence est nulle. Et donc tu gagnes un peu de vitesse en ligne droite, parce que c'est vrai que les pneus pluie, les pneus, ils accrochent énormément, donc tu perds un petit peu de vitesse en ligne droite. Mais tout ce que tu perds en courbe ne rattrape pas ce que tu gagnes en ligne droite. Donc je trouve que ça montre que Russell est quand même un jeune pilote encore, et qu'il peut parfois être un petit peu fougueux. En passant, parce que là je pense à Mercedes, j'ai regardé le Grand Prix, je l'ai regardé en streaming illégal, je vous le précise, avec F1 TV. Et donc j'ai vu la course commentée en français par c'est Van Vliet en Belgique encore qui commente. RTBF F1 F1 pas D1, c'est toujours Claire Van Vliet, non c'est Gaëtan Vigneron parce que je confonds des fois la voix entre les deux. Oui, alors j'avais entendu le fait que certains disaient oui il est très sympa avec Mercedes, pas faux hein. C'est vrai que j'ai entendu. Bon, oui, il sert bien les pompes des Toto Wolff, quoi. Ça fait, voilà, ça fait un peu beaucoup, quoi. Alors déjà, je suis pas très fan du commentateur seul, parce que je trouve que parfois, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un peu de répondant. Les petits pics que se lancent Villeneuve et Febro, ou Febro et Grosjean, là, on les a pas, vu que le mec est tout seul dans sa cabine de commentateur. Et puis c'est vrai qu'il sert un peu les pompes quand même de Mercedes, quoi. Très franchement, c'est un peu lourd. Au bout d'un certain temps, j'avais entendu ça sur Twitter, je m'étais dit bon, on va écouter, on va voir ce que ça donne. Non, il sert vraiment les pompes de Toto Wolff et de Mercedes. Vraiment, écouter Julien Febro, c'est bien mieux que du côté de Gaëtan Vigneron. Et je me dis que la F1 fait payer
10 euros, 15 euros, les courses en français, avec F1 Pro TV. Bon, il pourrait regarder un petit peu ce qui se fait de mieux au niveau des journalistes francophones. Mais là, oui, non, c'est pas top, c'est pas top. Non, et puis il y a peu d'analyse au final. Il y a peu d'informations. C'est un peu tristoun, quoi. Même au niveau des analyses, même au niveau de son commentaire en course, il parle jamais des temps autour, par exemple. Donc c'est aussi un peu pas top, quoi, je trouve. Enfin, pour savoir s'il y a des pilotes qui se rapprochent. En fait, il commente que les images qu'il voit. Il commente pas ce qui se passe d'autres choses sur la piste. Et puis, il a le syndrome que j'appellerais le syndrome Alexandre Boyon, Alexandre Pasteur, à des moments de forcer sur ses cordes vocales pour des actions qui sont pas... Ou le syndrome David Dumas aussi, qui faisait ça du côté de la MotoGP. Le syndrome, je force sur mes cordes vocales alors qu'il se passe rien, qui m'énerve énormément, ce truc-là. Bon, on revient à Russell. Donc, Mister Régularité, voilà. Encore une fois, il est un peu derrière Hamilton, mais il a un bon rythme de course. Il prend pas de risques, il marque les points, il fait le job. Bon voilà, week-end solide encore de Russell. Et puis j'ai mis 14 sur 20 Bottas. Pourquoi 14 sur 20 à Bottas? Bah encore week-end solide du Finlandais qui est vraiment la tête d'affiche quand même, le chef de file du côté d'Alfa Romeo. Et là, il a fait vraiment une très très bonne course. Pourtant, en début de Grand Prix, le rythme n'était pas si incroyable que ça. Il a dû pas mal défendre en début de Grand Prix. Mais ensuite, il s'en est vraiment très très bien sorti. Donc voilà, une belle 7e place de la part de Bottas, à 2 secondes seulement de l'Alpine. Donc c'est un bon boulot qu'a fait Bottas. Et puis devant son équipier, ça c'est aussi, alors même si c'est un équipier qui est débutant, c'était aussi une très belle chose de la part de Bottas. Donc voilà, bon week-end de la part du Finlandais. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que Alfa Romeo, j'ai l'impression, a quand même réglé quelques soucis de fiabilité. Ils sont un peu moins emmerdés qu'en début de saison, et ça va leur permettre de marquer des gros points. On passe tout de suite aux pilotes moyens. Du côté des pilotes moyens, on va aller assez vite pour éviter de faire 1h30 de vidéo. J'ai mis Zhou 13 sur 20. Week-end intéressant de la part de Zhou. Il prend les points de la 8e place avec le déclassement de Fernando Alonso. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Il manque encore un peu de rythme de course. Mais j'ai envie de dire, c'est un débutant. C'est aussi fort de la part de Zhou parce qu'il est mis sous pression avec les rumeurs depuis une dizaine de jours, qui, je trouve que s'il dégageait la Formule 1, ça serait quand même très méchant de la part d'Alfa Romeo et de Fred Vasseur. Et surtout, il apprend. Il est débutant en F1, Coco. Donc il apprend, mais je trouve qu'il a déjà marqué des points sur 2 courses. C'est déjà pas mal. Alfa Romeo, l'année dernière, les pilotes, ils galéraient pour marquer des points. Faut aussi se rappeler de où on était. Donc Zhou, je trouve qu'il fait plutôt du bon job. Et puis, certes, en plus, il a eu des pépins techniques aussi, le pilote chinois. Mais là, je trouve qu'il a fait vraiment un bon week-end. Donc voilà, 13 sur 20 pour moi, parce que c'est un week-end solide, pas d'erreur, donc c'est plutôt bien. 13 sur 20 également du côté de Stroll. Alors pas pour sa performance en qualification, où il en manquait encore, mais de toute manière, Stroll, à part sa pole en Turquie, j'ai rarement été hyper performant en qualification. Par contre, en course, il nous a fait un très bon Grand Prix. Une très belle remontée, un très bon rythme de course. Il finit même devant son équipier Vettel. Il finit dans les points. La remontée en course du pilote canadien, elle était vraiment très intéressante, très forte, sans prendre énormément de risques non plus. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un week-end très intéressant de la part du pilote canadien. Et pourtant, je suis souvent assez critique avec Lance Stroll. Donc voilà, je voulais en parler ce week-end pour dire qu'il a fait un bon week-end, un week-end solide. Ça va être peut-être un week-end important pour lui. En plus, il arrive sur des pistes Grande-Bretagne, Autriche, France. Bon voilà, il aime pas. C'est pas un fan des circuits en ville, Stroll. Il aime les pistes où on a de la place
on peut sortir un petit peu de la piste, où on peut aller un petit peu au large. Bon, Grande-Bretagne, par exemple, c'est faisable. Autriche, il faudra qu'il fasse attention quand même à la chicane. Ne pas oublier qu'on a maintenant alors, je sais pas si elle sera utilisée par la F1, la chicane. Elle sera utilisée par la moto, mais je ne sais plus si elle est utilisée par la F1. Mais voilà, il faut qu'il fasse attention sur le circuit. Albon, 12 sur 20. La Williams n'était pas folle ce week-end. On sent quand même que chez Williams aussi, c'est pas qu'un problème de voiture. Je pense que le staff aussi, on manque de staff expérimenté, de staff de qualité, on va dire, qui a au moins un minimum d'expérience. Après, c'est normal, ils ont connu tellement d'années galères que les meilleurs ingénieurs se sont barrés dans d'autres équipes. Donc c'est dommage du côté de chez Williams, parce que je pense qu'en qualif, ils avaient la capacité de faire mieux. S'ils avaient un peu mieux géré peut-être la stratégie. Et puis en course, un arrêt au stand très compliqué. Les arrêts au stand en course chez Williams n'ont pas été simples. Donc là aussi, c'est des erreurs qui coûtent cher à Albon, qui finit 13e du Grand Prix derrière Vettel. En qualif, il avait fini... il partait 12e sur la grille de départ Albon. Donc voilà, il n'a pas réussi à profiter il n'a pas réussi à remonter en course, mais bon, la Williams c'était pas dingue sur ce week-end de course, notamment sur le sec, donc c'était compliqué de remonter pendant le Grand Prix. Schumacher, je l'ai dégalé, j'ai des pilotes moyens, j'ai mis une autre note. Donc Alonso, 10 sur 20. C'est compliqué de noter le week-end d'Alonso parce que d'un côté il y a une super qualif, donc qualif où il fait vraiment un très très bon résultat. De l'autre, on a une course où le rythme sur le premier relais, encore en début de course, ça tenait, mais ensuite on voit que le niveau de performance dégringolait. Très critique envers la stratégie de Alpine, en plus à la radio. Et puis sur la fin de Grand Prix, beaucoup trop défensif. Alors certes, il a eu un problème moteur. Il a dit ça m'a obligé à conduire comme un kamikaze. C'est vrai qu'on voit qu'au bout de 20 tours de course, il y a une baisse de performance pendant le Grand Prix pour Alonso. Mais ses défenses étaient beaucoup trop insistantes, beaucoup trop dangereuses. Alors tout le monde a crié, beaucoup de gens ont crié au fait que oh là là, c'est inadmissible de pénaliser Alonso. Moi je trouve qu'il y avait des changements de direction qui étaient risqués. Alors le problème encore une fois, c'est que comme du côté de la F1, on a tendance à laisser passer des choses à certains pilotes et pas à d'autres. C'est sûr que quand on met ça à Alonso et qu'en plus Alonso a une fanbase, tout le monde dit que c'est inadmissible. Excusez-moi de vous dire, ces défenses étaient trop énervées et ça aurait pu être dangereux du côté d'Alonso. Mais comme la FIA sur certains points n'a pas un règlement clair et qu'il y a des suspensions un petit peu à la tête du client, ça donne ce genre de choses. Ce genre de polémique. C'est dommage pour Alonso parce qu'encore une fois il fait une super qualif. Le début de week-end est vraiment très bon de la part de Fernando. Très bon rythme notamment au niveau des longs relais, au niveau des essais libres 2. Mais derrière, en course il n'arrive pas à confirmer. Et puis encore une fois un problème technique du côté d'Alpine. Et ça fait beaucoup de problèmes techniques, notamment au niveau moteur, pour une voiture qui n'a pas forcément le meilleur moteur du plateau. Et puis en plus du côté d'Alonso, son rythme de course n'était pas meilleur, alors que lui il avait plus bossé que Ocon, qui a raté une grande partie d'une séance à cause d'un frein complètement bloqué. Perez, 9 sur 20, week-end 100. Alors, outre le fait qu'il y a eu des erreurs de pilotage de la part de Perez et un problème mécanique en course, ça c'est clair et net, il passe à côté de son week-end, Perez. Il passe à côté, que ça soit en qualif, que ça soit en course, bien entendu, parce que sur son début de course, jusqu'à son abandon, je regardais son rythme, il n'était pas dingue. Surtout, il remontait pas au niveau du peloton, ça c'est clair et net. Et je pense qu'il n'aurait pas fait la même remontée que Charles Leclerc. Et puis en qualif, parce que oui, c'est un peu une erreur bête pour Perez. En plus, après, il n'arrive pas à enclencher la marche arrière, parce qu'on sait très bien que les marches arrière sur les Formule 1, c'est très compliqué c'est pas fait pour être passé une marche arrière sur une Formule 1, donc il y a toute une procédure.
qu'on lui a bien rappelé dans la radio, mais sauf que ça ne marchait pas du tout parce qu'il y avait peut-être un problème électronique avec la pluie. Les F1 n'aiment pas beaucoup l'eau non plus. Mais ça fait... ouais, c'est dommage parce qu'il était sur une bonne série. Et là, c'est un week-end sans. Après, ça arrive. On est... voilà, il y a 24 courses, 23 courses, je ne sais plus cette année. Forcément, il y a des week-ends sans. C'est dommage, c'est tombé sur cette semaine. Pas un très grand rythme. Des soucis de fiabilité. Une erreur de pilotage en qualif qui lui coûte cher avec le drapeau rouge. Donc voilà. Un enchaînement de choses pas top. Tsunoda, j'ai mis 9 sur 20, donc j'ai mis un point de plus qu'à Pierre Gasly. J'aurais peut-être même pu être plus gentil avec Tsunoda, mais l'erreur en course, c'est trop pour moi. C'est un peu une erreur con, quoi. On sait très bien que le virage 2, tu peux faire des tout droits, faut pas arriver trop vite, faut faire attention dans ce virage-là. Même s'il se battait peut-être pour les points, Tsunoda à ce moment-là, c'est quand même une erreur un peu bête. Alors ça a permis un petit peu de relancer l'intérêt de la course, mais c'est une erreur bête de la part de Tsunoda. Un rythme meilleur que Pierre Gasly, mais cette AlphaTauri est pas bonne. Enfin, c'est surtout que j'ai l'impression qu'elle est performante que sur certaines pistes et que sur d'autres ça va pas du tout. Donc voilà, ça marchait pas énormément pour Tsunoda. Malgré tout, un point de plus parce que pour moi, il a mieux réussi son week-end que Pierre Gasly. Je trouve que Pierre, vraiment, il y avait un manque de performance. Donc c'était mieux pour lui, mais c'est encore un week-end pas fou pour Tsunoda. 9 sur 20 également pour Ricciardo. Alors la McLaren ce week-end, elle était nulle part. Ça c'est clair et net. Hein. McLaren n'avait pas de rythme. Mais malgré tout, du côté de Ricciardo, il a été devant son équipier pendant tout le week-end. Donc ça c'est pas mal. Le problème pour Daniel Ricciardo, c'est quand on est dans une situation où on cherche à avoir un nouveau baquet pour l'année prochaine, 11e, c'est pas suffisant. Voilà, faut marquer des gros points, faut faire des performances qui vont marquer les esprits de d'autres équipes, pourquoi pas Aston Martin, parce que je pense que c'est un peu la seule solution pour Daniel Ricciardo, c'est Aston Martin. Williams, ça me semble un peu compliqué, à part si McLaren trouvait un accord avec Williams, et puis bon, ça serait pas l'idéal pour Ricciardo, je pense. Mais voilà, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je mets 9 sur 20. Oui, il y a du mieux par rapport à d'autres week-ends. C'est sûr que je dirais que c'est pas loin d'être le jour ou la nuit pour Ricciardo. Mais une 11e place, c'est pas suffisant pour continuer la Formule 1. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Rapidement aussi les bonnets d'âne, Vettel 7 sur 20, il finit 12e de la course, il est derrière Stroll. Que ça soit en qualif ou en course, il n'y avait pas un grand rythme. Voilà, après, bon, il a fait un week-end où il était fiable. Bon, il s'est un peu bagarré quand même dans le peloton. Mais ça manquait de rythme du côté de l'Aston Martin. Et certes, l'Aston n'était pas sensationnel, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis moins que 7 sur 20. Je pense quand même que c'était pas grandiose de la part de Vettel. J'ai mis 7 sur 20 également aux deux pilotes As. Je commence avec Magnussen. Il fait quand même une grosse erreur, je pense, au virage en tassant Hamilton. Tu sais qu'Hamilton, il va pas se laisser faire parce que tu sais qu'Hamilton, il a la possibilité de faire un bon Grand Prix et de marquer des gros points. Tu prends pas autant de risques sur Hamilton. Surtout que s'ils étaient restés 5 et 6, ou même si lui, il avait fini 6e par exemple du Grand Prix, avec Russell qui serait remonté 5e ou 6e ou 7e, c'était encore une très belle performance pour As. Et c'est vrai que là, ça fait encore un résultat un peu moyen. Et c'est vrai que As enchaîne quand même les mauvais résultats, les abandons, les contre-performances. Le dernier point marqué par As, c'était Émilie-Romagne. Donc ça fait 5 Grands Prix qui n'ont pas marqué de points. Ça serait bien de remettre en route parce que sinon ça risque d'être compliqué pour aller chercher Aston Martin, pour aller chercher d'autres équipes. Ils ont même perdu une place au championnat constructeur, devancé désormais par Aston Martin. Donc c'est dommage du côté de As.
Pareil, 7 sur 20 pour Mick Schumacher. Alors en qualif, c'était pas mal. Ça, c'est clair et net. Malgré tout, en qualif, c'est pas mal. Mais il est derrière son chef de file et il y a quand même 4 dixièmes. Et en course, bah là encore, alors problème mécanique, mais bon, il a eu un début de course qui n'était pas sensationnel. Alors peut-être dû à des problèmes mécaniques, mais c'était quand même pas foufou son rythme en début de course. Donc voilà, là encore, Schumacher, quand on est sur la sellette, il faut battre son équipier. C'est hyper important en F1 de battre son équipier et il n'a pas été en mesure de le faire. Que ça soit en qualification, que ça soit aussi dans les essais libres, où c'était quand même plutôt Magnussen. Et c'est toujours Magnussen qui est le chef de file de cette équipe As. Bon, ça aide pas Schumacher pour poursuivre en Formule 1. Il va falloir faire mieux. C'est un peu comme Ricciardo, il faudra faire mieux s'il veut conserver sa place en F1. Et puis Latifi, j'ai mis 4 sur 20 à Latifi. Un peu mieux que d'habitude. L'écart avec les pilotes de devant était un peu plus faible. Bon, malgré tout, Latifi, encore une fois, c'est dommageable parce que c'est quand même un pilote qui, en F2, arrivait à gagner des courses. Je rappelle quand même que Latifi a gagné des courses en F2. Hein. Il a même été à un moment leader du championnat pendant au moins 4-5 mois à l'époque de Dams. Là, c'est fou parce que l'année dernière, en fin de saison, il fait des bonnes courses. Il y a quand même un problème, il n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles Formule 1. Et là, il a vraiment un manque de rythme. Donc c'est vraiment... je m'écarte parce que les dernières fois, j'ai mis 3. Le nombre de fois où je lui ai mis 3, c'est fou à Latifi. Où je lui ai mis une très mauvaise note à Latifi, c'est dingue. Il n'a jamais eu la moyenne, je crois, depuis le début de saison. Sa meilleure note, c'est 5. 5 sur 20. Donc voilà, ça montre bien que le Canadien, à un moment, faut aussi y réfléchir. Et est-ce que ça a un intérêt pour lui, en plus d'être à milieu des performances des autres pilotes? Je suis même pas sûr pour sa carrière. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à pourquoi pas quitter la Formule 1. Mais c'est pas facile parce que tu es dans l'univers fantastique de la Formule 1 et tu n'as pas envie de quitter cette vie d'avantages et de privilèges aussi qu'ont les pilotes de Formule 1. On passe pour cette fin de vidéo au classement. Le classement pilote, nous avons Max Verstappen qui est en tête. Là, un peu comme Fabio Quartararo, qui a une marge sur Sergio Pérez importante. Charles Leclerc est revenu au contact de Pérez. Il n'y a plus que 3 points d'écart pour la place de Dauphin. George Russell 4e, Mister Régularité, poursuit ses bons résultats devant Carlos Sainz, 102 points, qui est déjà donc à 73 points de Max Verstappen. On retrouve ensuite Hamilton, un petit peu dans un no man's land. Hamilton, il est entre deux groupes. Ensuite, on a Lando Norris, 7e, devant Bottas, Ocon, Alonso. On a quand même un beau match peut-être pour la 7e place entre Norris, Bottas et Ocon. Derrière, donc Alonso, Gasly, Magnussen, Ricciardo, et puis les pilotes qui n'ont pas marqué de points. Je rappelle toujours Schumacher et Latifi. Et Stroll a donc marqué un 3e point cette saison. Il rejoint Albon. Côté du classement constructeur, Red Bull est en tête avec 304 points. Une large marche sur Ferrari, même si Ferrari est remonté légèrement ce week-end. Ferrari qui a 40 points d'avance sur Mercedes. On retrouve ensuite McLaren, qui n'a plus que 8 points d'avance sur Alpine. Alpha est pas mal aussi avec ce très bon week-end. Ils sont 6e. On retrouve ensuite AlphaTauri, un petit peu distancé par tout le monde désormais. Puis Aston Martin, Haas et Williams. Prochain débrief de la Formule 1, ça sera début juillet pendant le Tour de France avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça va être compliqué de le faire en temps et en heure rapidement. On enchaînera ensuite en plus avec le Grand Prix d'Autriche. Donc ça va être sympa, le Grand Prix de France au mois de juillet. Et le Grand Prix de Hongrie. Donc il y aura 4 Grands Prix en juillet. Avant la trêve estivale, après le Grand Prix de Hongrie. Donc je pense que les pilotes vont encore bien finir rincés. Donc prochain débrief, ça sera au moment du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça sera dans 15 jours.
Silverstone avec une grosse ambiance pour Russell et Hamilton certainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Merc Production.